Fondelatte. Voici l'une des affaires les plus célèbres des années 50. Le double meurtre en 1956 à Saint-Cloud près de Paris de deux jeunes amoureux de 19 et 20 ans qui s'appelaient Nicole Despoué et Joseph Tarago. Deux gamins qu'on a tués pour leur voler l'équivalent d'une cartouche de cigarette. C'est une enquête qui a été tellement suivie à l'époque que deux stars de la littérature, Françoise Sagan et Marguerite Duras, ont assisté au procès. La réalisation de cette histoire est signée Mathieu Frette. Europe 1, Christophe Fondelatte. La première scène de cette histoire est assez touchante. Nous sommes à quelques jours de Noël 1956, le matin du 22 décembre. Dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, sous le panneau Allée de la Félicité, un promeneur tombe sur deux cadavres. Deux jeunes, pas plus de 20 ans, c'est sûr. Un garçon et une fille. Un joli petit couple, sans doute. Et là où la scène est assez touchante, c'est que tout près des deux corps, il y a un chien, un épagnol. Un épagnol qui semble attendre le réveil de ses maîtres. Ils se réveilleront pas, tes maîtres, mon pauvre roi Waf. Ils ne se réveilleront pas. Et toi, sans doute, tu sais comme cette mort est injuste. Tu sais ce qui leur est arrivé. Nous, pas encore. Quand la brigade criminelle arrive sur place, elle fouille les corps. Elle ne trouve aucun document d'identité. Et regarde, on a peut-être une piste. Le chien, là, regarde. Il y a un nom sur son collier. Grâce au fichier d'état civil, les policiers trouvent une adresse qui colle avec ce nom. Et c'est comme ça qu'ils identifient le cadavre de la jeune fille. Nicole Despoué. Elle avait 20 ans. Elle vivait chez sa tante, Anita. Et le jeune homme mort à ses côtés, c'était son fiancé, Joseph. Joseph Tarago, 19 ans, stagiaire à l'ORTF. Ils allaient se marier au printemps. La tante Anita raconte qu'hier, ils étaient allés se promener en amoureux. Je leur avais prêté ma voiture, une Peugeot 203. Vous l'avez pas trouvée? Non. Non, ils ne l'ont pas trouvée. C'est peut-être pour ça qu'on les a tués. Pour la voiture. Ce qui va faire la célébrité de ce double meurtre, c'est la Tati, la tante Anita, Anita Soler. D'abord, c'est une ancienne résistante. 1956, 11 ans après la fin de la guerre, ça. Mais surtout, c'est une comédienne assez populaire. Elle joue dans des pièces de théâtre pour la radio. Et ça explique pourquoi, à partir de maintenant, la presse va se passionner pour cette affaire, jusqu'au bout. La crime démarre son enquête avec pas grand-chose. Pas de témoins. Personne n'a rien vu, rien remarqué, rien entendu. Un soir d'hiver dans le parc de Saint-Cloud, autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde dehors. Le mobile, crapuleux, sans doute. On a volé leur portefeuille et leur voiture. Est-ce que le voleur est tombé sur eux par hasard? Ou est-ce qu'il les connaissait et il les a suivis? Comme on dit, à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisageables. Tu t'es renseigné sur leur passé? Oh, leur passé? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme passé? Ils avaient 19 et 20 ans. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils se connaissaient depuis le lycée, puis qu'ils n'avaient pas d'ennemis en particulier. À propos, de quoi sont-ils morts? Direction l'Institut médico-légal de Paris. Alors, j'ai retiré dans chacun des deux corps 2 balles de 7,65. Et j'indique que dans les deux cas, c'est le deuxième tir qui a été fatal. Autrement dit, ils ont été achevés. Mais c'est l'expert en balistique qui apporte les éléments les plus intéressants de ce début d'enquête. Les 4 balles, messieurs, n'ont pas été tirées par la même arme. Nous avons 2 séries de balles, et donc 2 armes.
Et donc probablement 2 tueurs. On retrouve la Peugeot 203 que leur avait prêtée la Tati 2 jours après, abandonnée dans une rue à Serres. Il y a des traces de sang sur les 2 sièges avant et sur chaque siège, un trou de balle. Pardonnez l'expression. Et donc, hypothèse, moi je pense qu'on leur a tiré une première fois dessus, dans le véhicule. Et puis, à mon avis, on les a traînés à l'extérieur et on les a achevés à l'extérieur. Dans la voiture, pas d'autre empreinte que celle du couple. Les tueurs portaient sans doute des gants. À cause de l'époque, on pense un temps au FLN, les indépendantistes algériens. C'est le quotidien Paris Midi qui se lance là-dedans. C'est hasardeux. Nicole et Joseph n'étaient engagés ni pour ou ni contre l'indépendance. Et le FLN ne s'est jamais attaqué à des Français en métropole. Piste à la noix, vite abandonnée. D'autant qu'il y a une autre piste. Le gardien du parc de Saint-Cloud, Bernard, c'est un ancien d'Indochine. Les policiers l'ont interrogé, naturellement. Il était complètement à côté de la plaque. Il se mélangeait sur les lieux, sur les dates, et il s'énervait quand on lui posait des questions. Alors ils sont allés voir ses collègues. Bernard, il est bizarre depuis l'Indochine. Vous savez ce qu'il fait la nuit? Il se promène avec ses armes dans le parc, et il dit qu'il fait des rondes pour chasser les Viettes. Je pense qu'il est traumatisé. Les anciens d'Indochine qui partent en veille, ça arrive. Et bien sûr, l'oiseau connaît les armes. Il en a, forcément. Alors on perquisitionne sa maison de gardien, en lisière de forêt. On y trouve un fusil de chasse, un revolver militaire, des munitions, et surtout un pantalon treillis taché de sang. Le gars se retrouve donc au quai des Orfèvres. Le pistolet? Bon, le pistolet, je l'ai ramené de l'armée. Puis j'ai un fusil de chasse, comme beaucoup. Voilà tout, hein. Et le pantalon plein de sang, monsieur. Quelles explications donnez-vous? C'est du sang de canard. Je me suis taché à la chasse. On nous dit que vous vous promenez la nuit dans le parc avec votre fusil. Vous confirmez? Je confirme que je fais des cauchemars depuis l'Indo. Je me réveille la nuit en criant « Les Viettes, les Viettes !» alors que je vais me promener dans le parc. Ouais, ça me calme. Et vous vous promenez avec une arme? Mais non, jamais, ça c'est n'importe quoi. On vérifie, et le sang sur le pantalon est bien du sang de canard. Et par ailleurs, ces armes ne sont pas compatibles avec le crime. Fausse piste. Bernard, le gardien, est relâché. Et voilà, plus de pistes. 3 semaines après la découverte des corps de Nicole et Joseph, rien à se mettre sous la dent. Enfin, pas tout à fait. Il y a peut-être une piste. Mais attention, ça peut très bien être une impasse. Et par ailleurs, c'est délicat. Les munitions utilisées sont identiques à celles de la police. Et ça, c'est pas courant. Tu te souviens l'année dernière? Le vol, l'armurerie de la rue Bertin-Poirel. Le type avait réussi à se faire remettre 2 pistolets calibre 7,65 de la marque unique grâce à des faux bons de commande de la préfecture de police. Si ça se trouve, c'est le même type. Et donc on ressort le dossier. Il y a 1 an, l'armurier a donné une description assez précise du type qui est parti avec les 2 flingues. Un jeune homme, 1m75, les cheveux en arrière, des lunettes sombres et une moustache. Il a dit qu'il portait une blouse grise, comme les employés de la préfecture. Sauf qu'on ne l'a pas identifié il y a 1 an. Difficile d'envisager qu'on le fasse aujourd'hui. Mais sur ce coup-là, la crime bénéficie d'un coup de pouce. 1 mois après le crime, le 17 janvier, un marchand d'électroménager appelle le commissariat de police du 17e arrondissement. Dites-moi, je voulais vous signaler qu'il y a quelques minutes, un jeune homme s'est présenté à mon magasin. Il avait des bons de commande pour plusieurs appareils de radio. Et alors, comme je l'ai trouvé bizarre, je
les sortir de mon stock et qu'ils n'avaient qu'à revenir dans une demi-heure. Et alors j'ai vérifié, hein, les bons de commande sont faux. Hein. Les policiers foncent sur place. Et quand le type revient au bout d'une demi-heure, paf, il lui tombe dessus. Et dans sa veste, il trouve un pistolet 7,65, 5 chargeurs et un rasoir à main. Il le ramène au commissariat et là, il s'effondre comme un soufflé, avant même qu'on ne lui ait posé la moindre question. Oh, allez, vous m'avez bien eu. Ok, le parc de Saint-Cloud, bah c'est moi. Et là, il sort de sa poche le permis de conduire de Nicole Despoué et la carte grise de la 203. Du coup, il passe du commissariat du 17e au 36 quai des Orfèvres. Votre nom? Vivier. Prénom? Jean-Claude. Vous avez quel âge? Je suis né en 36, ça fait 20 ans. Vous avez dit à nos collègues du 17e, je cite, « Le parc de Saint-Cloud, c'est moi. » Vous confirmez? Ouais, je confirme. J'avais besoin d'une voiture pour braquer un PMU. Alors j'avais repéré le PMU de la rue Lafayette. Il y a des millions là-dedans. Et voilà, quand j'ai choisi une 203. Vous savez, c'est la meilleure chignole pour les hold-up, hein, ça. Et il se met à raconter sans émotion aucune comment il a repéré la voiture et comment il a dézingué ses deux occupants. Un complice, peut-être? Non. Il dit qu'il n'avait pas de complice. Il dit qu'il était tout seul. Mais les policiers pensent toujours qu'ils étaient deux. Ce Jean-Claude Vivier habite une chambre d'hôtel minable rue Richomme, dans le 18e. Les policiers y trouvent tout un tas d'objets volés, et des munitions, et une autre arme, mais pas de traces d'un complice. Or, ils étaient forcément deux. Alors ils se mettent à lui faire ce qu'on appelle le coup de la moquette. C'est-à-dire qu'ils l'emmènent dans le bureau du patron. Normalement, ça impressionne. En tout cas, ça en a fait craquer plus d'un. Mais lui, ça lui en prend une sans toucher l'autre. Avec ses lunettes noires, ses gants de cuir qu'il conserve, même pour manger un sandwich, il continue de jouer les petits caïds arrogants. Il plastronne. Oh. En fait, moi j'ai qu'un regret. C'est de m'être fait pincer aussi bêtement. Mais sur le complice, toujours rien. Et puis la crime reçoit un nouveau coup de pouce. La chance, la baraquin, ça compte dans une enquête. Un coup de fil du commissariat du 20e arrondissement. Dites, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. On vient de récupérer un pistolet 7,65 de marque unique. C'est une dame qui l'a trouvé dans les affaires de son neveu. Et comme on sait que vous cherchez une arme de ce calibre, je vous appelle, quoi. Autant vous dire que les gars du 36 déboulent dans l'heure dans la chambre du neveu, rue des Pyrénées, à Paris. Et c'est incroyable. Ils y trouvent un sac à main de femme, le même que celui de Nicole Despoué. Ils seraient donc tombés par hasard sur le complice de Vivier, le second tueur du parc de Saint-Cloud. Le type est arrêté, il a une tête de chien battu. Votre nom? Serméus. Éplé. S-E-R-M-E-U-S. Prénom? Jacques. Âge? 19 ans. Son pistolet 7,65 part au labo. Et lui aussi, il se couche tout de suite. Sauf qu'il joue pas un rôle comme Vivier. Il ne roule pas des mécaniques comme Vivier. Il se liquéfie en pleurnichant. Oui, il a tiré sur le couple dans la voiture. Mais il ne voulait pas les tuer. Il a eu peur. Avec Vivier, on cherchait une voiture pour faire un hold-up. Alors on a vu le jeune couple qui se promenait avec leur chien et on les a suivis jusqu'à leur voiture. Ils sont montés dedans. La vitre était baissée.
Et j'ai tiré 2 balles. Et après, c'est Vivier qui les a achevés. C'est un crime minable, pitoyable. Ces 2-là ont tué 2 gentils gamins de 19 et 20 ans juste pour leur voler leur voiture et aller avec braquer un PMU. Le laboratoire de balistique appelle dans la foulée. Les 2 pistolets uniques 7,65 que vous nous avez confiés sont bien les armes du double meurtre du parc de Saint-Cloud. Hein. Aucun doute. Merci. Il manquerait plus qu'ils s'est avoué un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. Reste maintenant à établir avec certitude qui a tiré et surtout dans quel ordre. C'est important puisque d'après le légiste, la première balle les blesse et c'est la deuxième qui les tue. Vivier continue de jouer les durs. Il refuse de répondre. Et Serméus, lui, s'en tient à sa première version. Je vous l'ai dit, on a repéré la Peugeot et le couple avec le petit chien. Et Jean-Claude, il m'a dit, vas-y, tire. Moi, je voulais juste crier haut les mains, mais j'ai eu peur de désobéir à Jean-Claude. Alors, j'ai fait comme il a dit. J'ai tiré. Après, c'est moi qui les ai sortis de la voiture. Et c'est Jean-Claude, il les a achevés. En revanche, Vivier le frimeur veut bien raconter la suite. Bon, on a pris la route de Paris. C'est Serméus qui conduisait. On a que ça marche bien. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'avec les taches de sang sur la banquette, on allait se faire repérer, quoi. Alors on a largué le chignol et on s'est partagé le pognon de la fille. Et puis on a pris le bus et on s'est séparés. L'argent ? Combien ? D'après eux, dans le sac de Nicole et le portefeuille de Joseph, il y avait 2500 francs. 2500 anciens francs. Ce qui, en monnaie constante, représente 60 € d'aujourd'hui. Ben moi, j'ai pris 2000 balles. Et puis Serméus, je lui ai donné 500. Normal, hein. C'est quand même moi le cerveau. Ben, comme ça, j'ai pu me payer les clopes pour une semaine. Ils ont donc tué les 2 gamins pour le prix d'une cartouche de cigarette. Pauvre type! Avant de livrer les 2 zozos au juge d'instruction, le patron de la crime fait monter les journalistes dans son bureau. C'était la belle époque, hein. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est impensable aujourd'hui. Clic, clac, Kodak. Sur la photo, Vivier prend la pose. Il fait le merle. Du coup, dès le lendemain, la presse qui fait ses choux gras de cette affaire se met à fouiller dans le passé des 2 zozos. Vivier et Serméus se sont connus dans un orphelinat, l'orphelinat Sainte-Bernadette d'Odo, dans les Pyrénées, près de Navarinx, une annexe des orphelins apprentis d'Auteuil. Le soir de leur arrestation, Vivier et Serméus sont conduits à la prison Saint-Pierre de Versailles. Et le lendemain, dans le bureau du juge d'instruction. Face au juge, Vivier est comme avec les policiers. Lunettes noires, gants de pécari, méprisant, hautain. Et Serméus est toujours au bord des larmes. Sans problème, tous les 2 réitèrent leurs aveux. Le premier avec morgue et l'autre d'une voix à peine audible. Et puis on les ramène en prison. Et à partir de là, à chaque fois qu'ils reviendront devant le juge, ce sera dans l'uniforme des prisonniers, un pantalon gris et une veste grise. Car à l'époque en prison, on porte un uniforme. L'étape suivante dans l'enquête,
c'est de tenter de cerner leur personnalité. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les a rendus bretzingues au point de tuer pour 60 €? Les policiers retrouvent 2 de leurs anciens camarades de l'orphelinat. Oh, ben, Vivier, ça a toujours été le chef. À l'internat, on l'appelait poubelle. Parce qu'au réfectoire, il engloutissait tout ce que les autres laissaient traîner. Même les croûtes de fromage. Même les miettes de pain. Serméus, lui, on l'appelait planche. Parce qu'il était tout maigre. Et que c'était un faible. Il se cachait toujours derrière celui qui avait la plus grande gueule. Et la plus grande gueule, c'était Vivier. Déjà, à Sainte-Bernadette. Vivier, il avait que le mot hold-up à la bouche. Il disait tout le temps, je veux de l'argent. Je veux voler les repas. Il disait que c'était pas juste, qu'il n'aurait jamais sa chance. Et ça, Vivier lui-même le reconnaîtra devant le juge. Oh, moi, je peux pas voir quelqu'un qui a de l'argent sans avoir envie de le tuer. Les copains de l'orphelinat racontent que récemment, Vivier leur a écrit pour leur proposer le coup du parc de Saint-Cloud. Il voulait les embarquer dans son plan, mais eux, ils n'étaient pas chauds. Alors ils racontent que Vivier est venu les menacer. Alors, vous marchez ou pas? Vous savez, il y a toujours 2 balles pour les traîtres, hein. 2 balles, déjà. Le premier a dit non, mais le second concède qu'il a participé au repérage des voitures dans le parc de Saint-Cloud. Et puis il s'est dégonflé. Et c'est comme ça que Vivier s'est retrouvé à faire le coup avec Serméus. Poubelle et la planche. Le juge organise une reconstitution. Et Vivier déballe une nouvelle version. Il rajoute des détails. Et on le croit beaucoup moins que Serméus. Parce que Serméus, lui, il n'a jamais varié. Il a toujours dit: J'ai tiré sur eux quand ils étaient dans la voiture. Et Jean-Claude, il me disait, allez, tire, te dégonfle pas. Mais c'est pas moi qui les ai achevés. À la fin de la reconstitution, Serméus raconte aussi le retour à Paris avec la voiture. Et Vivier, tout excité, qui lui demandait d'accélérer. Pousse-la un peu. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette caisse. Vivier raconte aussi ce dialogue surréaliste au moment d'abandonner la 203. Quand Serméus lui dit: on n'aurait peut-être pas dû les tuer. Et que Vivier lui a répondu: oh, bah comme ça, ils parleront pas. En attendant, le juge a bouclé son dossier. Il est temps de les juger, ces deux-là. Soyons lucides, on ne voit pas comment ils pourraient échapper à la peine de mort. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Versailles le 20 mars 1958. On annonce un combat de ténors du barreau. Maître Robert Planty, bâtonnier de Versailles, défendra Vivier, et Maître Albert Fournier, ancien bâtonnier, défendra Serméus. Et dans le camp d'en face, du côté des familles des deux victimes, ils affronteront le redoutable Maître Florian. La salle est pleine à craquer. 50 journalistes sont assis sur le banc de presse. Plus 2 écrivaines célèbres, pas vraiment spécialistes dans la chose judiciaire, mais à qui les journaux ont demandé des articles plus personnels. Françoise Sagan et Marguerite Duras. Françoise Sagan est là pour François. C'est une idée du patron, Pierre Lazareff. Il lui a demandé de partager ses impressions. Et l'exercice s'avéra assez déplorable, car Sagan abordera l'exercice avec une légèreté indécente. Je vous lis un extrait. Tout cela commence gaiement comme une corrida. Il faisait très beau. Versailles était plus doré que jamais. Sa chronique s'arrêtera sans regret avant la fin du procès. En revanche, Marguerite Duras, elle, restera jusqu'au bout. Son regard est beaucoup moins futile. Il est beaucoup plus profond et plus politique aussi. De gauche, ça va de soi. Elle considère que Vivier et Serméus n'ont aucune chance dans la vie, que ce sont des cancres
qui seront condamnés par les premiers de la classe. Ce qui n'est pas complètement faux. On latte. Tu joues les gauchistes maintenant? Ben non. Ce n'est ni de gauche ni de droite de dire la vérité. Enfin, débuter sa vie dans un orphelinat, c'est pas de bon augure. Les deux accusés entrent dans le box. Cheveux courts, pas de moustache. Et très vite se pose la question de la préméditation. Monsieur Vivier, que vouliez-vous faire avec ces armes? Des hold-up. S'ils ont apporté les armes pour tuer, il y a préméditation. Et s'il y a préméditation, il y a possiblement guillotine. En revanche, s'ils ont apporté ces armes en vue d'un hold-up et qu'ils s'en sont servis par opportunité, alors il n'y a plus de préméditation et plus de guillotine non plus. Puis vient le tour des experts psychiatres. Je dirais que l'un et l'autre sont affectés de débilité. Ils ont les capacités intellectuelles équivalentes à celles d'enfants de 11 à 15 ans, disons. Et ça donne des arguments à la défense, bien sûr. Ce sont de pauvres gars qui ont grandi sans amour aucun, sans repère. Bref, ils ont des circonstances atténuantes. Est-ce que ça suffira à sauver leur tête? Pas sûr. Reste à résoudre la question centrale. Qui a tiré les deux coups de feu fatals? Depuis le premier jour de l'enquête, Serméus dit que c'est Vivier qui les a achevés. Mais Vivier, au procès, n'assume pas. Oh, moi, j'ai même pas tiré du tout, hein. C'est Serméus qui les a tués. C'est pas moi. Sauf qu'on croit Serméus et pas lui. Le procès a duré 3 jours et le verdict tombe. Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeuse sont debout dans le box des accusés. Il est 22h40, c'est l'épilogue. 3 jours d'audience, des heures d'éloquence pour atteindre à ce moment pathétique celui du verdict. Le banc de la partie civile est placé à 5 mètres du box des accusés. Sur ce banc, monsieur et madame Tarago, monsieur et madame Despoué, les parents des victimes. Leurs yeux à tous sont rouges. Tous les 4, dans un réflexe identique, viennent de se tourner. Ils regardent les meurtriers de leurs enfants. Chacun dans la salle fixe Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeuse, à l'exception d'une seule personne, le président Chapard. C'est lui qui, à ce moment, lit la sentence. 16 fois, les jurés ont répondu oui, avant même que le président Chapard, qui a mené les débats avec calme, avec mesure, ait dit « Vous êtes condamnés à mort », chacun le sait. Les condamnés aussi. Et lorsque la sentence est tombée, ils n'ont pas tressailli. Ils n'ont pas lancé un cri, rien. Ils ont attendu qu'on leur dise que le procès était terminé. La mort pour les deux. Et les deux, bien sûr, demandent la grâce au président de la République, René Coty. Le 6 août 1958, on vient réveiller Jean-Claude Vivier dans sa cellule. Mais pas Jacques Serméus, car lui a été gracié par le président. Sa peine a été commuée en prison à vie. Vivier est emmené à l'échafaud. Il a la tête tranchée à 4h08 du matin. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. J'ai adoré vous raconter cette histoire et je souligne la merveilleuse réalisation de Mathieu Frette aujourd'hui avec des musiques d'époque, des années 50 pour certaines d'entre elles. Nous allons débriefer ça avec vous, Bernard Hautecloque. Vous êtes historien, vous êtes membre de la Société française de l'histoire de la police et je signale votre dernier livre aux éditions du Félin, La République face à la rue. Je ne mens pas quand je dis, Bernard Hautecloque, que c'est une affaire célébrissime à l'époque. Exactement. On peut dire qu'elle a vraiment défrayé la chronique. C'est d'ailleurs on ne peut que souligner la disproportion entre son caractère. Vous avez parlé de minable et vous avez raison, et l'extraordinaire retentissement qu'elle a eu en 1956-58. Mais ça tient à quoi? La notoriété de la tata de Nicole Despoué, Anita Soler, qui était comédienne?
Ça a pu jouer son rôle, mais je dirais surtout l'aspect énigme. Entre la découverte du crime et la découverte des assassins, il s'est passé 1 mois. Et bon, c'était la trêve des confiseurs. Il y avait une relative pause de l'actualité, donc la presse s'en est donnée à cœur joie. Et également le fait qu'il s'agissait de victimes jeunes. La fille était plutôt jolie, c'était des gens très sympathiques, donc il y avait une très forte empathie du public pour les victimes. Et au contraire, une très grande sévérité envers les 2 assassins quand on les a trouvés. Alors le mobile de ce double meurtre, Bernard Hautecloque, est stupéfiant. Donc ils les tuent dans leur voiture pour leur voler la voiture. Mais comme il y a des taches de sang forcément dans la voiture, ils se disent qu'ils vont se faire repérer. Donc ils se contentent de voler le contenu du portefeuille, ils vont abandonner la voiture. C'est pas des professionnels. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a également, parce que quand la police a trouvé le crime, alors l'argent avait disparu, mais ni leur montre, qui avait une certaine valeur, ni le manteau, elle portait un manteau de fourrure. Alors c'est pour ça que la piste s'est d'abord orientée soit vers un malade, soit vers une vengeance. Il y a également un détail, pour préparer le hold-up, vous l'avez très bien dit, Vivier c'était le petit coq, le dominateur, et Sermeuse c'était l'imbécile prêt à faire n'importe quoi pourvu qu'on le prenne au sérieux. Et il avait fait croire, ni l'un ni l'autre n'avait de permis de conduire. Et Sermeuse, pour se mettre en valeur, avait affirmé, c'était faux, qu'il savait conduire les voitures, mais seulement les 203. Et c'est pour ça qu'ils avaient volé la 203. Et Sermeuse avait également révélé un autre détail, c'est qu'il savait pas faire démarrer la voiture. Donc il leur fallait une voiture dont le moteur tourne. Et c'est pour ça qu'ils avaient jeté leur dévolu là-dessus, qu'ils avaient tué les 2 occupants. Mais Sermeuse a pris le volant, mais il avait menti. Il savait pas conduire la voiture. De Saint-Cloud à Sèvres, je crois qu'il y avait 3 kilomètres. Il a eu, je crois qu'il a froissé son garde-boue, il a renversé une poubelle. Enfin bref, c'est en partie pour ça qu'ils ont abandonné la voiture 10 minutes après l'avoir volée. Le psychiatre dit qu'ils sont débiles et en même temps, à côté, on découvre qu'ils ont une enfance et une adolescence absolument pitoyable, quoi. Très pitoyable. Un niveau de débile, je sais pas, mais d'une intelligence très basse. Et alors, l'orphelinat d'Ando n'était pas particulièrement mal tenu, ni particulièrement dur, mais il n'empêche que, à l'âge, je crois Sermeuse y est allé à l'âge de 7 ans, et Vivier à l'âge de 10 ans. La petite a passé son enfance là-dedans. Et ce qui est encore plus cruel pour Vivier, ça explique peut-être son caractère aigri, c'est que lui n'était même pas vraiment orphelin. Sa mère, il était de père inconnu, mais sa mère avait décidé de le mettre à l'orphelinat, qui était femme de chambre dans un hôtel de Clermont-Ferrand, a décidé de le mettre à l'orphelinat parce qu'elle ne pouvait pas en faire façon. Et ça a sûrement pas dû contribuer à la bonté de son caractère. Est-ce qu'elle a été, Bernard Hautecloque, exploitée par l'opinion et par la presse, cette affaire? Quand je dis exploitée, j'ai envie de dire pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, alors pas strictement politiques, mais elle a été, je dirais, pour des raisons sociétales. Vous savez qu'il y a plusieurs années, quand j'ai travaillé sur cette affaire, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est la dureté, la sévérité avec lesquelles les médias de l'époque, essentiellement la presse écrite, avaient traité les 2 criminels. Il faut savoir... À l'époque, la presse ne s'embarrassait pas de présomption d'innocence et elle avait tendance à être beaucoup plus dure que les médias d'aujourd'hui envers les délinquants. Mais envers Sermeuse et Vivier, ils ont été particulièrement durs. Ils réclamaient la guillotine dès leur arrestation. Je crois que, c'est moins de l'histoire que de la sociologie, mais je crois que le contraste entre les 2 victimes, sympathiques comme il faut, tout pour eux, et les 2 assassins qui, eux, n'avaient vraiment rien dans leur faveur, ce contraste a été très public, a donné un très gros retentissement à l'affaire. Mais qu'est-ce qui représente, j'ai envie de dire, sociologiquement, politiquement, ces deux sales types à l'époque?
C'était les années 1950, c'est l'émergence de la culture jeune. C'est l'époque de Salut les copains, qu'on avait d'ailleurs rebaptisé très significativement Salut les voyous. C'est émission d'Europa, hein. Enfin, alors, elle date de 1, 1959, mais c'était déjà dans l'air du temps. C'était l'émergence de la culture jeune, en grande partie d'ailleurs importée d'Amérique, les livres de la série noire, les films policiers d'Hollywood, plus ou moins imités en France, les lunettes noires, la coupe à la Elvis Presley que justement Jean-Claude Vivier arborait lors de son arrestation. Bref, une grande partie des médias, aussi bien d'ailleurs les communistes que la droite, étaient d'accord pour stigmatiser cette jeunesse pervertie, ceux à qui il aurait fallu une bonne guerre, et les opposer aux victimes sympathiques, travailleurs, et qui avaient tout pour eux. Dans la même ligne, le procès, il est donc couvert par deux écrivaines qui sont déjà célèbres à l'époque et qui le demeurent encore plus aujourd'hui, Françoise Sagan et Marguerite Duras. Pourquoi est-ce qu'on les envoie au procès? C'est une envie de sensationnalisme? C'est pour la presse? Alors, dans le cas de Françoise Sagan, oui, c'est certainement le cas. Vous l'avez dit, c'était un coup médiatique soigneusement monté par Lazareff. C'est d'autant plus méritoire qu'elle avait eu un accident de voiture quelques mois plus tôt. Donc, je crois qu'elle arrivait sur des béquilles au procès. Alors, Duras, c'est... Alors Duras, on l'apprécie ou on l'apprécie pas. Effectivement, c'est une toute autre perspective. Alors elle, par contre, oui, c'était politique. Il s'agit de pointer du doigt le fait qu'en gros les victimes sont des petits bourgeois parisiens et que les auteurs sont des pauvres types qui ont grandi en orphelinat et... Oui, il y a un peu de ça. Bon, effectivement, c'était une conception marxiste. Alors, dans quelle mesure Marguerite Duras elle a été marxiste? Est-ce qu'on peut encore la qualifier de marxiste en 58? Bon, je laisse ça aux spécialistes. Mais il faut quand même souligner que son point de vue était son point de vue de chercher des excuses aux deux assassins était extrêmement minoritaire, y compris au sein de la gauche. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je me demande si elle était encore marxiste à l'époque, le Parti communiste était encore au moins aussi sévère que la droite pour juger les délinquants et la délinquance. La délinquance juvénile, justement, ça encore, c'était quelque chose de nouveau à l'époque, et plus ou moins importé d'Amérique. Moi, je me souviendrai de l'expression de Marguerite Duras, des cadres, des cancres, condamnés par des premiers de la classe. C'est comme ça qu'elle résume le procès. Oui, c'était assez bien. Alors, résumer le procès, disons que c'est un point de vue pertinent. Oui. De là à ce que ça résume toute l'affaire, bon... Alors, on rappellera quand même que Marguerite Duras fait là ses débuts dans la couverture de procès et qu'elle va couvrir deux grandes affaires criminelles dans les années et les décennies qui vont suivre. L'affaire de Bruay en Artois, dans laquelle elle va prendre position contre le notaire, et l'affaire Grégory, dans laquelle elle va suggérer que Christine Villemin, la mère de Grégory, est forcément coupable, parce qu'elle l'a ressenti devant la maison. Voilà. Oui, ce que la mère n'a d'ailleurs pas beaucoup apprécié. À juste titre. Ils ont été tous les deux condamnés à mort en 1958. C'est un moment important puisque on est à quelques mois de l'avènement de la Ve République et de la mort donc de la Quatrième République. Et donc, on a affaire au président René Coty, qui est le dernier président de la Quatrième République. Sur le papier... qui est avocat de profession. Je crois que c'est pas mal de le rappeler. Et qui est opposant, a priori, à la peine de mort. Mais il ne les gracie pas tous les deux. Oui, vous dites opposant à la peine de mort. Alors, il est certain qu'il a accordé sa grâce beaucoup plus souvent que son prédécesseur, qui lui aussi était qui est Vincent Auriol, qui lui aussi était un avocat. Mais disons qu'il n'était pas systématiquement, il ne les graciait pas systématiquement, très loin de là. Donc là, il a fait 50-50. Voilà.
Bon, je pense que Sermeus, avec son intelligence très basse, son influençabilité, ses avocats, parce que le président recevait les avocats des condamnés avant de se décider s'il accordait sa grâce ou pas. Je suppose que les avocats de Sermeus ont bien su plaider son cas. Je vous remercie beaucoup, Bernard Hauteclos, comme d'habitude. Vos débriefs sont passionnant. Je ne sais pas ce qu'on ferait, car on ne trouve pas, bien entendu, de témoins directs. Si vous n'étiez pas là, on chercherait des gens encore vivants qui étaient magistrats ou avocats dans les années 50 et on irait les voir au cimetière du Montparnasse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.